Dans l'univers vaste et richement élaboré de One Piece, l'auteur a semé une multitude de questions et de mystères tout au long de ses 25 années de création. Comme savoir de qui Shanks voulait parler quand il parlait d'un certain pirate aux membres du Gorosei, de savoir que vont devenir ces fruits du démon perdus comme le Yuki Yuki no Mi de Monet ou le Toki Toki no Mi de Toki, de pourquoi Oda a attribué le même rêve à la fois à Robin et à Law, pourquoi Aokiji va trahir Barbe Noire et mourir avant la fin du manga, et surtout, aura-t-on les réponses à toutes ces questions avant la fin de l'œuvre. Car en effet, qu'on le souhaite ou non, le manga approche de sa conclusion, bien que l'auteur n'ait toujours pas levé le voile sur de nombreuses questions et de nombreux mystères. Mais grâce aux divers indices semés par ce dernier tout au long de son récit, nous pouvons tenter de discerner ce qui nous attend dans la suite de l'œuvre. Donc si vous cherchez des réponses à ces questions, vous êtes au bon endroit, car c'est précisément dans cette vidéo que nous allons tenter d'y apporter des réponses. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit et ça fait plaisir. J'aimerais aussi remercier Typical Joe qui est à l'origine de certaines théories de cette vidéo. Je vous mets le lien qui mène vers ces théories et son compte Twitter en description. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps pour tout cela, et on se retrouve juste après un petit placement de produit dans lequel notre partenaire vous propose de gagner ces 3 magnifiques figurines. Alors merci de votre compréhension, et à tout de suite. Si vous êtes à la recherche des trésors les plus convoités de la mer Bleue, ne cherchez plus, car Manga District est votre destination ultime pour des figurines 100% officielles de l'univers de One Piece. Les figurines de Manga District capturent chaque détail de vos personnages préférés, vous permettant de les avoir toujours à vos côtés. Manga District vous propose des figurines 100% officielles, authentiques et sous licence, conçues avec un souci du détail incroyable. De plus, nous comprenons que chaque pirate a un budget à respecter. C'est pourquoi Manga District vous propose des prix défiant toute concurrence, en plus d'un temps de livraison garanti en moins de 72 heures, emballé avec le plus grand soin pour éviter tout dommage pendant le transport. Que vous soyez un fan dévoué de One Piece, ou que vous cherchiez simplement à explorer cet univers épique, Manga District est le choix idéal pour vous. Alors n'attendez plus, et bénéficiez de la gratuité des frais de livraison en utilisant le code promo Manga District 23 jusqu'au 30 décembre. Et pour vérifier tout cela de manière totalement gratuite, tentez votre chance pour gagner ce lot de 3 figurines comprenant une DXF spéciale Dracul Mihawk, une DXF spéciale Edward Newgate et une Roronoa Zoro The Grand Line Series Wano Kuni Volume 1 pour un total de 170 €. Pour participer, il suffit de s'abonner à la chaîne et de liker et commenter la vidéo sans oublier d'y laisser votre ID Discord ou votre arrobas Twitter dans le commentaire afin de pouvoir vous contacter si vous gagnez. Donc n'hésitez plus et saisissez l'opportunité de remporter ces 3 superbes figurines dès maintenant. Merci à Manga District et bonne vidéo. C'est sur Punk Hazard que nous avons eu la première démonstration de la réincarnation d'un fruit du démon. Cette première démonstration a été faite lorsque Smiley, la créature de César, trouva la mort, et que son fruit du démon se réincarna dans une pomme à proximité. Une autre mort majeure de cet arc fut celle de Monet, utilisatrice de Yuki Yuki no Mi, Logia de la neige. Cette théorie suggère que son fruit s'est réincarné dans les orangers du Sunny sans que l'équipage en ait eu conscience. Cette hypothèse est d'autant plus plausible car les orangers sont généralement de saison pendant l'hiver, correspondant au climat de l'île où était amarré le Sunny. De plus, c'est au chapitre 698 que Franky détaille comment il a déplacé le Thousand Sunny de la zone chaude à la zone glaciale, illustrant le procédé avec un schéma dessiné par l'auteur. Et ce schéma révèle que le Sunny a curieusement été amarré à proximité de l'endroit où Monet a trouvé la mort. De plus, nous avons observé qu'après le décès d'un utilisateur de fruits du démon, Koda prend l'habitude de faire réapparaître le fruit ou au moins de nous fournir des informations à son sujet. Par exemple, à la mort de Ace, son fruit est réapparu entre les mains de Doflamingo. Après le décès de Barbe Blanche, c'est Barbe Noire qui a hérité de son fruit. Et comme nous venons de le constater, après la mort de Smile, son fruit s'est régénéré dans un fruit voisin. Cependant, pour le fruit de Monet, Oda n'a pas fourni de détails dans le manga. Il y a également un autre élément intriguant. Lorsque l'équipage quitte Punk Hazard au chapitre 700, on aperçoit ce qui ressemble étrangement à des lapins des neiges sous le Sunny, évoquant fortement une attaque de Monet telle qu'elle est représentée au chapitre 687. Ces coïncidences laissent entrevoir que l'auteur a bel et bien décidé de faire réincarner ce fruit sur le navire des chapeaux de paille. Oda fut même interrogé à ce sujet dans les SBS du volume 71 en évitant la question de façon suspecte. Concernant le chapitre 700, oups! Bonsoir, Odachi! Concernant le chapitre 700, quand Luffy et sa clique sont sur le chemin de Dressrosa, on peut voir des lapins dans les vagues. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que l'eau aime, à part les onigiri? Signé Hasumomo. Bon, du poisson grillé! Question suivante. Ensuite, c'est dans les SBS du tome 24 que l'auteur semble avoir laissé un autre indice qui va dans le sens de cette théorie. Oda-chan, comment allez-vous?
J'ai une question. Dans le volume 18 de One Piece, chapitre 157, Luffy se plaint du manque de nourriture avec les yeux en spirale, mais juste derrière lui, c'est Nami-san et ses orangers. Pourquoi ne mange-t-il pas des oranges? Oranges, oui, il y en a. Cependant, en prendre une et la manger équivaut à une mort instantanée. Oui, la mort instantanée. Ne pas manger pendant une semaine n'est pas suffisant pour tuer un être humain. Que vous surviviez en ayant une raison forte pour vivre, ou de prendre une orange, la mort et la lutte contre votre navigateur, c'est une décision importante de la vie. Cependant, je crois qu'elle ne pourrait pas être si cruelle si elle regardait son ami sur le bord de la mort. Un lecteur curieux a posé une question intrigante à Oda, se demandant ce qui se passerait si Luffy venait à manger les oranges de Nami, et Oda a répondu de manière humoristique en disant que Luffy mourrait instantanément après une seule bouchée. Ici, c'est une référence évidente à la colère légendaire de Nami. Pourtant, cette réponse pourrait aussi avoir un autre sens caché, car c'est exactement ce qui se produirait si Luffy venait à consommer par accident un fruit du démon. Car après tout, une simple bouchée dans un fruit suffit pour hériter de ses pouvoirs. Cependant, la véritable révélation surgit à la fin de la réponse d'Oda, quand il suggère que Nami n'est pas assez cruelle pour laisser quelqu'un mourir en mangeant ses oranges. Cette déclaration énigmatique laisse planer un mystère. Comme si Oda laissait entendre plus de 400 chapitres avant l'introduction du Yuki no Mi que ce fruit finirait par atterrir sur les orangers de Nami. Cette réponse de mort instantanée si Luffy devait le manger, et son insistance sur le fait que Nami est froide, en ajoutant une onomatopée qui fait référence au froid, semble bel et bien indiquer que le Yuki no Mi a fini sur les orangers de Nami. De plus, Oda semble avoir laissé un énième indice à ce sujet, avec la silhouette d'un bonhomme de neige qui ressemble étonnamment à Nami dans le color spread du chapitre 733. Toutes ces pistes suggèrent donc que l'auteur a semé les graines d'une éventuelle acquisition du Yuki no Mi par Nami, et ce fruit conférerait des pouvoirs parfaitement adaptés à son personnage compte tenu de sa capacité à contrôler partiellement le climat. Bon, tout à l'heure je vous ai menti lorsque je vous disais qu'Oda avait donné des informations sur tous les fruits du démon dont les utilisateurs étaient décédés. En réalité, nous n'avons aucune nouvelle ni du Toki Toki no Mi de Toki, ni du Ebi Ebi no Mi modèle Yamata no Orochi d'Orochi. Mais laissons ce dernier de côté et concentrons-nous sur les fruits de Toki Kozuki. Nous avons déjà assisté au retour de deux fruits du démon du flashback de Den dans le monde actuel, avec le Bari Bari no Mi et le Mane Mane no Mi qui sont tombés entre les mains de Bartolomeo et Bon Clay qui sont tous deux étrangers à Wano. En considérant cette information et le fait que nous n'ayons toujours pas encore vu le fruit du démon de Toki utilisé dans la ligne temporelle actuelle sur Wano, il est hautement probable qu'il en va de même pour le Toki Toki no Mi. En partant de ce postulat, il existe deux scénarios possibles. Soit ce fruit du démon a été consommé par un individu encore anonyme, soit il a été acquis par un personnage familier. Et si c'est le cas, il se pourrait que ce dernier soit quelqu'un que nous connaissons vraiment bien, et que le pouvoir du fruit du démon de cette personne n'a juste pas encore été dévoilé. Ensuite, comme on le sait depuis Dressrosa, les fruits du démon peuvent être éveillés. Mais du coup, quel serait l'éveil du Toki Toki no Mi? De nombreuses spéculations circulent sur le fait qu'il pourrait permettre à son utilisateur de remonter le temps. Cependant, le voyage dans le temps est un concept délicat, et sa mauvaise utilisation peut entraîner des incohérences majeures dans l'intrigue d'une histoire. En conséquence, un Toki Toki no Mi éveillé ne devrait pas nécessairement faire reculer le temps, comme l'a souligné Toki elle-même, mais plutôt offrir une manipulation temporelle alternative. Parmi les spéculations, on suggère la possibilité de stopper, ralentir ou accélérer le temps. Dans ce contexte, le candidat qui se démarque le plus pour posséder un tel pouvoir est le Kiru. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses discussions ont émergé autour de ce personnage et de ses capacités spatio-temporelles présumées. Des exemples tels que l'apparition immédiate de l'équipage du Roux à la guerre au sommet, juste après leur affrontement avec l'équipage de Kaido, ou encore la scène où il tue un brigand des montagnes sans que personne ne l'ait vu se déplacer, suggère qu'il possède une capacité unique lui permettant de voyager extrêmement rapidement ou d'arrêter le temps. Au chapitre 996, Law a révélé qu'il avait un tout nouveau rêve et objectif qui était de découvrir la vérité derrière la volonté du Di. Pour comprendre les origines de ce rêve et comment il se rapproche du rêve de Robin, faisons un saut dans le passé de Law. Ce nouveau rêve tire ses racines d'une conversation qu'il a eue avec Corazon, au cours de laquelle Corazon a expliqué à Law que ceux qui portaient le mystérieux Di dans leur nom sont perçus comme les ennemis naturels des dieux. Corazon a également précisé que les dragons célestes craignaient le clan des Di, car on dit qu'ils causeraient une autre tempête. Cela suggère alors que les Di ont déjà été à l'origine d'une tempête par le passé et que les dragons célestes craignaient que cela se reproduise. Ensuite, Law veut donc connaître la vérité sur la volonté du Di. Mais en quoi cela se connecte-t-il avec le rêve de Robin? Eh bien, Robin aspire à découvrir la vraie histoire.
un objectif étroitement lié à la mystérieuse légende de la volonté du Di. Law dit lui-même dans le chapitre 1031 que son objectif nécessite également de connaître la vraie histoire. Mais alors, pourquoi Oda a-t-il choisi de conférer à Law le même rêve que Robin? Et quelle est la signification de ce partage de rêves entre les deux personnages? Je crois que nous pouvons comprendre cela en examinant les parallèles dans leurs histoires. Le parallèle le plus évident entre l'histoire de Robin et de Law est qu'ils viennent tous deux d'îles détruites par le gouvernement mondial. Oda a même représenté les deux scènes de la même manière, avec Robin et Law regardant avec désespoir leur pays en feu. Le prochain parallèle est que tous deux ont fui le gouvernement mondial tout au long de leur jeunesse et ont été les seuls survivants de la destruction de leurs îles. Par la suite, ils ont tous deux fini par rejoindre des grands corsaires avec Crocodile et Doflamingo. Robin devait devenir la femme de confiance de Crocodile et Law devait être élevé pour devenir l'homme de confiance de Doflamingo. Nous pouvons donc voir que Robin et Law ont eu des expériences très similaires dans leurs histoires, et qu'Oda l'a fait intentionnellement. Mais comment cela explique-t-il exactement pourquoi Oda a donné à Law et à Robin le même rêve? Eh bien, pour mieux comprendre, il nous faut examiner ce que tout cela représente. Le plus gros indice vient du fait que la volonté du Di et la vraie histoire sont intrinsèquement liées, comme deux faces d'une même pièce. Et là où Robin est connu des révolutionnaires comme la flamme de la révolution, Law semble être l'un des Di qui causera une autre tempête. Cela nous ramène à quelques moments marquants de l'histoire de Robin. Le premier est quand elle a partagé son objectif avec Cobra et a admis que son rêve avait trop d'ennemis. Le second est lorsqu'elle affirme à Zou qu'elle pouvait désormais compter sur de fidèles amis pour la protéger. Bien sûr, il semble qu'elle fait référence au chapeau de paille dans ce contexte. Cependant, je pense que c'est la raison pour laquelle Oda a développé la confiance entre Robin et Law. Car en dehors des chapeaux de paille, Robin compte en réalité sur deux autres amis puissants, Aokiji et Law, qui ont déjà prêté serment pour la protéger ou qui pourraient le faire. Lorsque l'alliance a été formée pour la première fois avec Law, Oda a souligné que Robin ne lui faisait pas confiance. Depuis lors, nous avons vu la confiance et l'amitié se construire entre les deux, au point que Robin se sent à l'aise d'être seule et de discuter de son rêve avec lui. Cela est d'une grande importance pour Robin et Law, car ils ont tous deux eu du mal à accorder leur confiance aux autres tout au long de leur vie. Law est en fait la seule personne en dehors de l'équipage au chapeau de paille avec laquelle Robin a réussi à établir un tel niveau de confiance. Une des raisons pour laquelle ils ont développé ce lien peut s'expliquer par leur expérience passée similaire. Ce qui signifie qu'Oda a délibérément posé les bases pour qu'ils puissent se comprendre mutuellement. Ce lien sera sans doute crucial à l'avenir, étant donné que de nombreuses indications suggèrent que la vie de Robin est en danger. Cela pourrait expliquer pourquoi Oda a choisi de donner à Law le même rêve que Robin. Car comme nous le savons, pour découvrir la vraie histoire et percer le mystère de la volonté du Di, le personnage de Robin est essentiel. Il semble donc plausible qu'Oda prépare le terrain pour que Law puisse sauver la vie de Robin. Cela nous ramène au fait que Law était prêt à mourir pour son rêve initial de vengeance contre Doflamingo. La volonté de mourir pour un rêve est un thème que nous avons déjà vu à travers Luffy et cela semble être un élément clé de la volonté du Di. En résumé, la raison pour laquelle Oda a décidé de donner à Law le même rêve que Robin est que le rôle final de Law dans l'histoire sera de sauver la vie de Robin et de s'assurer qu'elle puisse réaliser leur rêve pour eux deux. Ainsi, Law mourra en sauvant Robin, et ce faisant, il s'assurera que la vraie histoire soit révélée. En procédant de cette manière, cela allumera la flamme de la révolution, et la révolution qui en découlera sera la tempête que le Di est censé apporter à nouveau. Donc la raison pour laquelle Oda a attribué le même rêve à Law qu'à Robin est parce qu'il est le Di destiné à déclencher cette tempête en sauvant Robin. Avec ce rôle potentiel, Law pourrait aisément devenir le personnage le plus éminent de toute l'histoire, et ainsi, un sourire figé aux lèvres, il rencontrerait sa destinée. Cette quatrième théorie est étroitement liée à la seconde et explorera les possibilités des futurs rôles d'Aokiji dans l'histoire et la cause de sa mort. Depuis que nous avons appris qu'Aokiji avait combattu Akainu, quitté les marines et rejoint Barbe Noire, nous nous sommes demandé quelles étaient ses motivations et quel serait son futur rôle. La dernière fois que nous avons vu Aokiji, c'était lors du sauvetage de Koby par Garp. Cette occasion nous a informé que Aokiji est maintenant officiellement membre de l'équipage de Barbe Noire. Mais lors de l'incident de Punk Hazard, Aokiji s'est entretenu avec Smoker et a transmis le message qu'il n'était pas passé du côté obscur. Cela suggère que s'il opère en tant qu'agent du Sword infiltré comme beaucoup l'ont déjà théorisé, qu'il le fait de manière très sérieuse et déterminée afin de perturber les plans de Barbe Noire ou du moins de les surveiller de près. Partons du principe qu'Aokiji est réellement infiltré dans l'équipage de Barbe Noire. Cela soulève alors plusieurs questions, comme dans quel but précis, quelles sont les limites de sa couverture et qu'est-ce qui pourrait le pousser à la rompre. La plupart des gens pensent que la situation actuelle avec Garp sera la raison pour laquelle Aokiji trahira Barbe Noire. Cependant, même s'il est vrai qu'Aokiji a une dette envers Garp, l'ex-amiral a clairement laissé entendre qu'il ne romprait pas sa couverture uniquement pour sauver Garp. C'est donc là que la situation pourrait se tourner vers Elbaf.
En effet, nous avons récemment appris par l'intermédiaire de Vegapunk que Saoro était en réalité toujours en vie. Et comme le suggère la scène entre Aokiji et Robin, il est évident que l'ancien amiral qui est, rappelons-le, à l'origine de la fausse mort de Saoro, est au courant de cette situation. Prenons ensuite en considération que Saoro est l'homme à la cicatrice de brûlure. Cela signifie qu'il est celui qui protège la bibliothèque perdue d'Ohara ainsi que le dernier Road Poneglyph. Cette bibliothèque renferme toutes les découvertes d'Ohara, y compris l'une des armes antiques et le nom du royaume antique. Maintenant, si Barbe Noire venait à apprendre l'existence de cette bibliothèque, ce qui est probable puisqu'il recherche également le dernier Road Poneglyph, il viserait sûrement Saoro pour obtenir ces informations. Cette situation pourrait être une motivation suffisante pour qu'Aokiji finisse par trahir Barbe Noire. En effet, car non seulement son ancien ami Saoro, qui a déjà subi une injustice à cause de lui, serait en danger, mais Barbe Noire pourrait également mettre la main sur des informations d'une grande importance. Il y a non seulement cela, mais Robin serait également susceptible d'être la cible de Barbe Noire si Pudding parvenait à s'échapper entre temps ou que son œil ne finissait jamais par s'éveiller. Il est donc logique de penser qu'un personnage comme Aokiji, qui prétend être resté fidèle à ses principes, ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher tout cela. Aokiji ne serait peut-être pas le seul dans ce cas, car comme dit dans la précédente théorie, il existe un autre personnage ayant un lien étroit avec Robin et un intérêt pour l'obtention des informations d'Ohara, Trafalgar Law. Donc tout cela peut laisser entendre qu'Aokiji et Law s'allieront contre Barbe Noire sur Elbaf. Cela pourrait potentiellement être la conclusion de la scène de Zou, dans laquelle Robin était prévenue que des personnes la cibleraient pour ses connaissances. Et elle avait rassuré Nekomamushi en disant qu'elle avait de puissants amis qui la protégeraient. Du coup, dans cette situation précise, ce ne seraient pas les Mugiwara comme dit dans la précédente théorie, mais bien Aokiji et Law qui comptent également parmi ses amis. Pour résumer, tout ceci devrait causer la mort d'Aokiji. Aokiji mourrait en protégeant Robin et Saoro, et en empêchant Barbe Noire d'obtenir les informations d'Ohara. Cela pourrait également être le moment où nous verrons la conclusion de cette scène qu'on a vue post-Enies Lobby. Si Aokiji venait à mourir sur Elbaf, cela ébranlerait le monde de One Piece jusqu'à ses fondements. Il s'agirait d'une mort qui affecterait presque toutes les factions de l'histoire simultanément. La marine, les chapeaux de paille, Barbe Noire et les révolutionnaires seraient impactés. Depuis 2018, l'interrogation persiste concernant la rencontre de Shanks avec les Gorosei au chapitre 907. Comment a-t-il pu les rencontrer et manœuvrer auprès de Marie-Joie? Et de qui voulait-il parler en mentionnant un certain pirate? Oda n'a pas encore dévoilé toutes les informations pour éclaircir cette mystérieuse conversation, si ce n'est que Shanks pourrait être un dragon céleste, faisant partie de la lignée Figerland comme suggère sa frappante ressemblance avec Garling et les paroles de l'un des membres du Gorosei qui mentionne Uta, la fille de Shanks, comme étant une Figerland dans le film One Piece Red. Donc même si on a un début d'explication au pourquoi le Gorosei a exceptionnellement donné une entrevue à Shanks, nous ne savons toujours pas qui est ce certain pirate et pourquoi il s'est donné la peine d'en parler au Gorosei. Toutefois, grâce à cette théorie, il se pourrait que les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Cette théorie en question veut que la personne qui a parlé aux membres du Gorosei au chapitre 907 ne soit pas Shanks mais un imposteur. Ce qui fait dire cela est que dans chacune de ses apparitions dans le manga, je dis bien chacune, la cicatrice sur le visage de Shanks a toujours été dessinée par Oda, même partiellement lorsqu'elle n'était pas directement visible. Donc aucun chapitre ne montre Shanks sans cette cicatrice, excepté lors des flashbacks où c'est normal car il ne la possède pas encore, et dans ce fameux chapitre 907. La question qui se pose alors est pourquoi Oda, un auteur reconnu pour sa minutie, aurait-il choisi de ne pas dessiner la célèbre cicatrice de Shanks lors de cette conversation avec les Gorosei? A mon sens, il s'agit d'un indice subtil destiné à nous, lecteurs, signalant que l'homme en question n'est pas réellement Shanks mais un imposteur. Certains pourraient mettre en avant que si cet imposteur n'a pas arboré cette cicatrice, que les membres du Gorosei auraient immédiatement remarqué l'imposture. Cependant, je ne suggère pas que cet imposteur ne portait pas la cicatrice de Shanks sous cette capuche, mais plutôt qu'Oda a délibérément dessiné Shanks sous un angle où le bout de sa cicatrice n'est pas visible. Cette manœuvre serait conçue pour que seuls nous, en tant que lecteurs, remarquions ce détail troublant. Ce qui signifie que cet imposteur arborait bel et bien la cicatrice de Shanks afin de tromper les membres du Gorosei, mais que seuls nous ne la voyons pas. Ensuite, un autre élément intriguant est l'absence de confirmation claire quant à l'identité de Shanks. Car ni les Gorosei ne le nomment clairement par son nom ou son surnom, ni Oda ne confirme son identité à travers une petite pancarte ou un petit écriteau comme il a l'habitude de le faire dans les grandes réunions comme celle-ci, ou comme il le fait sur cette même planche avec un petit écriteau pour présenter les membres du Gorosei. Donc là aussi, ce serait un indice subtil comme quoi ce personnage ne serait pas réellement Shanks. Mais alors, qui peut bien être cette personne et quel intérêt aurait-elle à parler d'un certain pirate aux membres du Gorosei? Pour démêler cette énigme, laissons de côté la question de Shanks et de cet imposteur 2 minutes pour explorer un autre personnage mystérieux, Barbe Noire.
Au chapitre 1080, Barbe Noire nous a révélé son intention de faire de l'île de la Ruche une nation affiliée au gouvernement mondial en échange de la vie de Kobe. Plus tard, au chapitre 1088, on a vu Garp se sacrifier pour sauver Kobe en échangeant sa propre personne contre Kobe. Le titre légendaire de héros de la marine attribué à Garp a probablement plus de valeur aux yeux de la marine, du monde et surtout du gouvernement mondial par rapport à celui de Kobe. Donc malgré cet échange, il est fort probable que le plan de Barbe Noire soit toujours d'actualité. Maintenant, comme nous le savons, Shanks et Barbe Noire partagent un passé commun. Une révélation que l'empereur aux cheveux rouges a confirmée au chapitre 434. Dans ce même chapitre, Shanks dévoile que sa cicatrice lui a été infligée par Barbe Noire, lui causant ainsi un profond traumatisme moral. Cela suggère qu'à un moment donné, Barbe Noire et Shanks étaient amis, ou au moins en très bons termes, avant que Teach ne commette une trahison. Et c'est donc à cette époque que Barbe Noire aurait appris beaucoup de choses sur le passé de Shanks, y compris ses origines liées au dragon céleste. Ainsi, avec ces informations en sa possession, Barbe Noire aurait pu élaborer la première phase de son plan visant à transformer l'île de la Ruche en un territoire affilié au gouvernement mondial. Son stratagème consisterait à exploiter sa connaissance approfondie de Shanks ainsi que la renommée de ce dernier pour orchestrer une ruse audacieuse. Ainsi, Katarina Devon, utilisant les pouvoirs de son fruit du Kitsune, se serait fait passer pour Shanks tandis que Lafitte, ayant déjà démontré sa capacité à infiltrer Marie-Joie au chapitre 234, aurait soutenu cette imposture. De cette manière, Barbe Noire aurait fait l'éloge de son propre personnage envers les membres du Gorosei, signifiant qu'il est bel et bien le certain pirate mentionné au chapitre 907. Du coup, cette supercherie, combinée à son plan d'échange avec le gouvernement, permettrait à Barbe Noire de concrétiser son objectif. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, alors merci d'être resté jusqu'à la fin et merci à Manga District. Si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire, ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à ceux qui le feront, et salut!